Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une deuxième analyse autour du texte Réponse à un acte d'accusation de Victor Hugo. Donc toujours une analyse linéaire pour laquelle nous avons déjà fait une première vidéo qui était simplement une vidéo de présentation. À présent, nous allons donc rentrer dans le détail du texte. Donc je vous rappelle la problématique. Comment Victor Hugo utilise-t-il l'écriture poétique autobiographique pour démontrer qu'il existe une continuité entre ses combats idéologiques, littéraires, d'une part, et politiques, d'autre part? Donc, dans l'extrait qui est étudié, nous avons deux grandes parties. D'une part, une première partie qui va du vers 29 au vers 59. Dans cette première partie, Victor Hugo dresse d'abord l'état des lieux du paysage linguistique et littéraire en France avant la Révolution. C'est cette partie que nous allons étudier aujourd'hui qui est donc la plus longue. Il reste par ailleurs une deuxième partie que nous étudierons ensuite, qui va du vers 60 jusqu'à la fin de l'extrait, dans laquelle Victor Hugo explique le rôle décisif qu'il a joué dans le bouleversement des normes et des usages de la langue française et de la littérature. Dans cette deuxième partie, l'auteur s'y peint comme une figure héroïque de sauveur révolutionnaire. Donc cette deuxième partie, je ne voulais pas sélectionner sur l'écran, puisque nous ne l'étudierons que dans la toute dernière vidéo, dans la troisième vidéo. Alors pour cette première partie, nous allons voir que Victor Hugo commence par nous faire part d'un texte narratif de type autobiographique, comme on peut le voir dès le début du texte, avec la présence de la première personne, donc au tout début, quand je sortis du collège du thème, puisque nous avons le pronom personnel « je », donc première personne du singulier, qui est suivi d'un verbe au passé simple « sorti ». On est bien donc dans un début de quelque chose qui est de l'ordre du récit, une narration. Au vers 29, il s'agit de commencer donc par nous raconter quelque chose qui s'est passé à l'époque où Victor Hugo était jeune, puisque nous avons une proposition subordonnée circonstancielle de temps, avec le quand qu'on trouve au vers 29. Et dans cette proposition subordonnée circonstancielle de temps, l'auteur fait référence à sa jeunesse. Plus précisément, au moment où il va finir sa scolarité, puisqu'il nous dit quand je sortis du collège. Il mentionne par ailleurs le thème, qu'on trouve toujours au vers 29, et les vers latins, au début du vers 30, ce qui renvoie à des activités scolaires, et en particulier à une activité bien connue des latinistes, le thème, c'est-à-dire la traduction d'un texte français en latin. C'est-à-dire l'exercice qui est l'inverse de la version, puisque en version, on traduit un texte dans une langue étrangère en français. Cet exercice du thème est très particulièrement redouté de la part des élèves, parce que c'est un exercice particulièrement difficile à réaliser. On peut remarquer par ailleurs plusieurs groupes d'adjectifs ou de groupes nominaux qui sont détachés du sujet. Au vers 30-31, nous avons espèce d'enfant blême et grave, au front penchant, aux membres appauvris. Tous ces groupes, donc qui sont soit des groupes nominaux, soit des groupes prépositionnels, comme au front penchant ou aux membres appauvris, vont avec le sujet « je ». Nous avons par ailleurs farouche, donc un adjectif qui renvoie aussi au sujet, c'est-à-dire à Victor Hugo, et espèce d'enfant blême et grave, de nouveau il s'agit pour Hugo de se définir. L'auteur se décrit dans ces deux vers tel qu'il se revoit à la sortie du collège, et cette description en réalité n'a rien de flatteur. Il se présente en effet comme un adolescent que le collège semble avoir bien peu aidé à s'épanouir, puisqu'il s'agit d'un enfant chétif, dont les membres sont appauvris, le teint pâle, quasiment maladif, et le front penchant. Tout cela, tous ces traits physiques, proviennent d'un manque évident d'exercice physique et de l'unique pratique d'exercice intellectuel. Par ailleurs, il nous dit qu'il est farouche et qu'il arbore un air grave, c'est-à-dire qu'il paraît assez renfermé sur lui-même et bien peu préparé à affronter le monde extérieur. On peut noter aussi par ailleurs la présence d'un rejet au vers 30-31 dans l'expression dévalorisante «
espèce d'enfant blême est grave. On voit que la phrase le groupe qui commence au vers 30 se poursuit directement au vers 31. On ne fait pas de pause entre les deux vers, ce qui s'appelle donc un rejet. Et ici, Hugo se décrit presque comme un être à peine humain, puisqu'il utilise cette expression « espèce d'enfant blême ». Le rejet vient, par ailleurs, manifester à son tour dans la versification l'anomalie du jeune homme dont il est question. On a l'impression qu'il y a un phénomène presque mimétique, d'imitation, entre ce que dit l'auteur de lui-même et par ailleurs cette espèce d'anomalie à l'intérieur du vers. De même, dans la deuxième proposition subordonnée circonstancielle qui commence par « quand » au vers 32, « quand tâchant de comprendre et de juger, j'ouvris », nous avons de nouveau une référence à ce passé lointain de l'enfance. Le participe présent que l'on va trouver au vers 32, tâchant de comprendre et de juger, permet de rendre compte que la sortie du collège coïncide donc avec le début de l'effort de déchiffrement du monde pour ce jeune homme et de développement de son esprit critique. Nous avons deux verbes à l'infinitif, comprendre et juger, au vers 32. Cette tentative donc de compréhension du monde est simultanée à l'ouverture du regard sur le monde extérieur, ainsi que l'auteur l'exprime dans le contre-rejet au vers 32-33. J'ouvris les yeux sur la nature et sur l'art. Alors, on parle ici d'un contre-rejet, puisqu'en fait, la plus petite partie de la phrase se trouve au vers 32, donc au vers précédent, et la plus longue partie se poursuit sur le vers suivant. J'ouvris les yeux sur la nature et sur l'art. Donc, le complément d'objet et les deux compléments circonstanciels de lieu sont sur le vers suivant. On a bien affaire ici à un contre-rejet. Alors, par ailleurs, on comprend qu'ouvrir les yeux sur le monde, pour Victor Hugo, c'est entrer dès son plus jeune âge dans l'action de la contemplation. Je vous rappelle que ce texte, Réponse à un acte d'accusation, est le poème numéro 7 du premier livre, Aurore des contemplations. Cette contemplation est donc aussi bien une activité physique, puisqu'elle fait référence à la vue, j'ouvris les yeux, mais c'est aussi une activité intellectuelle, puisqu'il s'agit aussi de comprendre et de juger. Donc dès le début de ce texte, on a aussi une référence au titre même du recueil Les Contemplations. Donc dans ce début de poème, on entend déjà nettement poindre la critique de l'auteur, évidemment, à l'égard du système scolaire de son temps, comme il ne cesse de le répéter de toute façon et de l'amplifier dans les contemplations dans la suite des livres. Le collège a en effet été synonyme pour Victor Hugo plutôt d'appauvrissement physique, intellectuel et social. On lui a fait en effet traduire des vers latins, mais il n'a jamais exercé son esprit critique, et ce n'est finalement qu'en en sortant qu'il a enfin pu s'ouvrir sur le monde et en contempler la nature et l'art, comme il le dit au vers 33, « J'ouvris les yeux sur la nature et sur l'art ». Maintenant, si on s'attarde un petit peu à la question de la chronologie, par rapport à ce début de texte, du point de vue de la reconstitution chronologique, si l'on considère que l'on a ici affaire à un texte qui n'est que autobiographique, comme Hugo nous en donne l'impression, on peut considérer qu'il fait référence globalement aux années 1820, sachant qu'il est né en 1802 et que la fin de sa scolarité correspond donc à peu près à ses 18 ans. Le premier objet de la réflexion du jeune homme porte sur la langue, puisqu'il nous parle de l'idiome, que l'on trouve au vers 33. J'ouvris les yeux sur la nature et sur l'art, l'idiome, peuple et noblesse, est à l'image du royaume. Nous avons à présent la proposition principale qui apparaît et qui a pour sujet l'idiome. Donc, dans cette proposition principale, l'idiome fait l'objet d'une comparaison au vers 34 avec l'expression « était l'image du royaume ». Et le terme idiome est intéressant puisqu'il contient ici une diérèse. Qu'est-ce que c'est qu'une diérèse? Il s'agit de prononcer en deux syllabes une syllabe qui habituellement n'est prononcée qu'en deux syllabes, deux voyelles en l'occurrence, et pour que l'alexandrin 33 fasse bien 12 syllabes, il nous faut prononcer le mot idiome
de la manière suivante. L'idiome, ce qui donne donc quand, tâchant de comprendre et de juger, j'ouvris les yeux sur la nature et sur l'art, l'idiome, peuple et noblesse, est à l'image du royaume. Donc, il est intéressant de noter que ce terme idiome contient une diérèse, ce qui le rend plus long, ce qui lui donne plus d'importance dans la phrase. De plus, sa position à la fin du vers le fait rimer avec le terme royaume, avec qui il est en lien de comparaison. Cela conforte du coup le rapprochement entre les deux termes, puisque l'idiome est bien l'image du royaume. Alors, par ailleurs, les deux noms qui sont opposés pour le coup au début du vers 34, peuple et noblesse, signalent la mise en place d'un raisonnement analogique qui va être utilisé tout au long de cette première partie. Grâce à ce raisonnement analogique, la langue française est assimilée à une entité qui contient deux catégories sociales opposées. Nous avons d'une part le peuple, qui se situe tout en bas de l'échelle sociale, et nous avons d'autre part la noblesse, qui se situe au contraire tout en haut de la société. Le champ lexical de ces deux extrémités de la société est développé par un certain nombre de termes qui renvoient quasiment systématiquement à la France de l'Ancien Régime, c'est-à-dire à la France d'avant la Révolution de 1789. Cette France de la Révolution est mentionnée au vers 40, dans le vers, donc, la langue est-elle l'État avant 89. 89, c'est la date qui fait référence ici à la Révolution. Alors, pour reprendre ce que je disais juste au-dessus, compte tenu du caractère soi-disant autobiographique du texte, on peut d'ores et déjà remarquer que Victor Hugo fait un anachronisme qui est manifeste, puisque Hugo, au sortir du collège, alors normalement on devrait se trouver aux alentours de 1820, en réalité, eh bien, il fait semblant, il feint d'une certaine manière, d'avoir échoué au beau milieu de la France d'avant 89. D'où l'anachronisme. Et en effet, les termes que l'on retrouve donc au vers 34, comme royaume, puis au vers 36, alors au vers 35 on a monarchie, au vers 36 on a duc et père. Tous ces termes font référence donc au monde d'avant 89, c'est-à-dire au monde justement de la monarchie, et ils vont fonctionner par antithèse avec les termes qui renvoient au contraire au peuple, et que nous avons au vers 36 avec par exemple Grimaud. Donc, nous voyons que, en même temps que Victor Hugo nous parle de la langue, eh bien, il nous parle en fin de compte de la société, d'une société d'avant 89, d'avant la Révolution, qui est coupée en deux, avec d'un côté toujours la noblesse et de l'autre côté le petit peuple. Au vers 35, la poésie était la monarchie. Donc nous avons ici une métaphore pour le coup. On peut remarquer que Victor Hugo rappelle la hiérarchie des genres littéraires qui existaient au XVIIe siècle. Puisqu'en effet, à cette époque, on considérait que la poésie était le genre le plus élevé, le plus noble. Et par conséquent, Hugo établit un lien, grâce à la métaphore, de la poésie était la monarchie, il établit un lien entre cette hiérarchie littéraire et celle qui est imposée par le régime politique monarchique qui a été renversé en 1789. La suite du texte ne va cesser de développer l'idée que la société était divisée en catégories sociales, ne communiquant absolument pas entre elles, et que ces scissions se retrouvaient aussi à l'intérieur de la langue et à l'intérieur de la littérature, des genres littéraires. Le raisonnement analogique se poursuit donc avec une autre métaphore que l'on trouve au vers 35-36, à partir de un mot, était un duc et père ou n'était qu'un Grimaud. Nous avons dans cette métaphore les deux premiers noms, duc et père, qui font référence à un titre de la très haute aristocratie,
avec le terme de duc, et à l'institution des pairs de France, qui, avant la Révolution, était une dignité attachée à un grand fief relevant immédiatement du roi. Quant au grimaud, que l'on trouve donc à la fin du vers 36, au sens premier, il s'agit d'un élève d'une petite classe, et par extension, il s'agit d'une personne inculte, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas encore eu le temps de beaucoup apprendre. Alors, la construction de la proposition indépendante est ici intéressante. Pour un mot était un duc et pair ou n'était qu'un grimaud. Cette proposition indépendante qui est juxtaposée aux autres fait apparaître une conjonction de coordination au milieu, à l'hémistiche, juste après la césure du vers 36. Conjonction de coordination ou qui exprime une alternative. Globalement, l'idée c'est que soit un mot était un duc et pair, soit il n'était qu'un grimaud. Et on voit ici que le statut du mot fait apparaître une dichotomie profonde de la société, qui est complètement coupée en deux mondes nettement séparés, entre lesquels toute communication est absolument impossible. Le mot ne peut être que l'un ou l'autre. Et s'il est noble, alors il cumule les privilèges et les fonctions, puisqu'il est en même temps un duc et pair. On peut noter qu'il n'y a qu'un seul déterminant, donc seulement un article indéfini, un duc. Ça n'est pas un duc et un pair, c'est bien un duc et pair. Et on a par ailleurs cette petite conjonction de coordination et. Donc en fait, celui qui est très haut placé va cumuler les avantages en cumulant deux fonctions très honorables, très reconnues, très haut placées et évidemment qui rapportent beaucoup d'argent. Au contraire, si le mot appartient aux petites gens, c'est-à-dire aux grimaud, eh bien à ce moment-là, il n'est qu'un grimaud et on peut voir que la négation restrictive, ne que, montre bien la disgrâce de cet état bien peu enviable. De plus et de nouveau, les vers 35 et 36 font apparaître un contre-rejet, puisque nous avons un mot « était un duc et pair », donc de nouveau la première partie de la phrase, le sujet qui se trouve à la fin du vers 35, et la suite de la phrase qui se poursuit au vers 36, d'où le contre-rejet. Mais cette fois-ci, le contre-rejet est utilisé pour manifester non pas l'anomalie du jeune adolescent, comme plus haut, mais pour manifester l'anomalie du langage, qui est calqué sur l'anomalie de la société, c'est-à-dire en fait un système inégalitaire entre les mots, mais aussi entre les personnes. On peut noter dès à présent que Victor Hugo utilise systématiquement les ressources de la versification, et en particulier les procédés qui sont liés justement à la concordance entre la phrase et le vers, que sont le rejet, le contre-rejet et l'alexandrin. De cette manière, il tord l'alexandrin et il le dépasse. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que ces phrases se jouent dans leur syntaxe des 12 syllabes de ce vers noble qu'est l'alexandrin, de la même manière que leur auteur, Victor Hugo, dépasse les catégories littéraires ou sociales, comme nous allons le voir dans la suite du texte. Les vers 37 et 38, c'est-à-dire les syllabes « pas plus que Paris et que Londres ne se mêlaient », donc les vers 37 et 38 poursuivent l'analogie qui existe entre la langue et le monde réel. Mais cette fois-ci, Hugo déplace l'analogie sur l'échiquier international, puisque Paris et Londres sont des métonymies pour désigner la France et l'Angleterre. Hugo réutilise donc la division ancestrale bien connue qui oppose les Français et les Britanniques, et cela devient pour lui l'occasion de filer l'analogie de manière humoristique, évidemment, en disant que les syllabes ne se mêlent pas plus que Paris et que Londres ne se mêlent. On note de nouveau à la fin du vers 37 une liberté poétique qui s'appelle une licence poétique que prend Hugo en supprimant le S du nom propre Londres, de telle sorte que la rime féminine avec
confondre, qui se trouve au vers 38, soit aussi ce qu'on appelle une rime pour l'œil. De nouveau, Hugo joue avec la traditionnelle versification et en même temps, évidemment, il fait la démonstration de ses talents de poète. Cette fois-ci, c'est avec le rejet du verbe « ne se mêler » qui se trouve au début du vers 38 qu'il fait déborder la proposition indépendante sur l'alexandrin suivant, puisque nous avons les syllabes pas plus que Paris et que Londres ne se mêlaient. Donc on a ici un rejet puisque la phrase qui est commencée au vers 37 se termine au vers 38. De nouveau, Hugo nous montre que sa phrase ne se plie pas au carcan du vers fixe et de cette manière, il manifeste sa liberté d'écrivain, de poète. Les vers 38 et 39 font apparaître un autre élément analogique avec la référence cette fois-ci aux piétons et cavaliers. Ainsi marchent sans se confondre piétons et cavaliers traversant le pont Neuf. Il faut savoir que ce pont, le pont Neuf, qui est connu pour être le plus ancien pont de Paris, a aussi été le premier pont à être pourvu de trottoirs. Et ces trottoirs étaient destinés à protéger les piétons des projections de boue que faisaient les cavaliers en passant. Ainsi se trouvaient séparés les piétons qui marchaient à pied et sur les côtés, et les cavaliers qui marchaient au centre de la voie et qui étaient évidemment en hauteur puisqu'à cheval. On voit très bien ici, de nouveau, comment l'image se dessine d'une société où certains occupent une place centrale et élevée, ce sont les cavaliers, alors que d'autres sont condamnés à rester dans une position subalterne, de côté et basse, ce sont les piétons. Donc, comme précédemment, les deux vers font apparaître un contre-rejet, où le sujet sans déterminant, piétons et cavaliers, est postposé au verbe principal, donc marche, puisqu'il est placé après, d'accord ? Ainsi, Victor Hugo va doubler sa torsion du vers par une distorsion de l'ordre des mots dans la phrase, puisque l'ordre normal des mots dans la phrase, c'est d'abord le sujet, puis le verbe. Ici, le verbe est avant le sujet. De nouveau, Victor Hugo fait la preuve de son affranchissement de plus en plus manifeste par rapport aux normes de l'ordre établi dans la langue. Au vers 40, il est donc fait mention de cette date de 89. La langue était l'état avant 89. Contrairement au vers précédent, nous voyons ici que dans ce constat, Hugo fait coïncider la syntaxe et la versification. L'analogie entre la langue française et le statut social est confirmée, puisque l'état, qui est utilisé ici, la langue était l'état avant 89, l'état signifie la place occupée par une personne en fonction donc dans la société, en fonction de son rang social, de sa fortune et de sa profession. L'imparfait qui est utilisé a une valeur durative, puisqu'il s'agit bien de montrer la stabilité dans le domaine littéraire et linguistique, mais aussi dans le domaine politique, avant la Révolution de 1789, qui va tout bouleverser. De même, au vers 41, nous retrouvons l'imparfait qui exprime cette stabilité. Les mots, bien ou mal nés, vivaient parqués en caste. De nouveau, on a une concordance parfaite entre la phrase et l'alexandrin. Et puis par ailleurs, nous avons donc cette expression « être bien né ou mal né ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Être bien né ou mal né signifie être d'une haute ou d'une basse extraction, c'est-à-dire venir d'une famille noble quand on est bien né et du coup être doté d'une fortune, ou bien au contraire être né en dehors de l'aristocratie quand on est mal né. Donc cette idée est évidemment en lien avec celle des castes qui renvoie à la séparation stricte d'une société dans des catégories sociales qui ne se mélangent jamais. Nous avons un participe passé, parqué, qui est utilisé ici comme un adjectif qualificatif, vivait parqués en caste,
Et ce participe passé employé comme adjectif renforce l'idée de la clôture qui sépare les individus les uns des autres. Pour Hugo, la langue est donc le reflet de la société et les mots qui la composent sont comme les individus qui composent la société française de l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'ils se distribuent des rôles très différents. Ainsi, les termes nobles, qui appartiennent au registre de langue élevée, soutenue, sont utilisés pour faire parler les personnes nobles de la tragédie. Et ces personnages nobles sont nommés à partir du vers 42. Les uns, donc premier pronom indéfini, nobles, entend les Phèdres, les Jocastes, les Méropes, ayant le décorum pour loi et montant à Versailles au carrosse du roi. Donc, dans ces trois vers, nous avons des antonomases avec les Phèdres, les Jocastes, les Méropes, c'est-à-dire des noms propres qui sont utilisés de manière générique pour désigner, on voit ici des types de personnages, donc en l'occurrence des héroïnes tragiques, et on voit ici qu'on a bien un article défini les et un S pluriel, donc les termes sont utilisés alors que ce sont des noms propres comme s'ils étaient des noms communs en l'occurrence. Donc, les noms propres de ces héroïnes correspondent à des personnages de tragédie de l'Antiquité et du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Jocaste, c'est la femme d'Oedipe Roi dans la tragédie de Sophocle. Nous avons ensuite Phèdre qui correspond à la tragédie de Racine et Mérope qui correspond à une tragédie de Voltaire. C'est le titre d'une tragédie de Voltaire. Donc ici, ces noms de personnages renvoient au genre noble de la tragédie. Et c'est pour cela que Hugo mentionne au vers 43 le décorum, ayant le décorum pour loi. Nous avons aussi la référence à Versailles et au carrosse du roi au vers 44. Il s'agit de faire référence au fait que la royauté, dont la cour était depuis le XVIIe siècle et depuis Louis XIV logé à Versailles, constituait le public de référence pour la tragédie classique. Cependant, on peut remarquer que, en même temps que Victor Hugo parle des signes extérieurs de la royauté, en particulier avec le décorum et les carrosses du roi, il fait aussi preuve d'une certaine irrévérence, puisqu'il s'autorise, toujours par licence poétique, à ôter le S final du nom propre Versailles. On voit que Versailles est écrit ici sans S. Alors, c'est une licence poétique qui est de nouveau liée à la versification, puisque cela permet à Hugo de faire rentrer dans le cadre de l'alexandrin de 12 syllabes le nom propre Versailles et de le mettre au milieu. Si nous avions eu Versailles écrit avec un S, nous aurions été obligés de faire la liaison, c'est-à-dire « et montant à Versailles au carrosse du roi », et dans ce cas-là, on se retrouvait avec un vers de 13 syllabes, ce qui n'est pas possible pour un alexandrin. Donc pour éviter d'avoir cela, il enlève le S final de Versailles, ce qui fait que Versailles, enfin le E de Versailles, le final, devient muet, et nous pouvons dire « et montant à Versailles au carrosse du roi ». Et dans ce cas-là, on a bien les 12 syllabes de l'alexandrin. Et cette licence poétique, le lapsus est sans doute intéressant du reste, cette licence poétique, justement, nous montre aussi la liberté que prend Hugo, pas seulement par rapport à la versification, mais aussi sans doute par rapport à la royauté. Puisque Versailles est le lieu symbolique de la royauté, on peut sans doute voir là une première atteinte à la royauté elle-même. À défaut d'être décapité, eh bien Hugo enlève la dernière lettre du nom. Est-ce qu'il s'agit d'un acte symbolique et d'un renversement de la royauté de la part de l'auteur? C'est fort possible. Alors, après avoir parlé des termes nobles de la langue, donc jusqu'au vers 44,
Victor Hugo, dans cette première partie du texte, va parler, à partir du vers 45, des autres, comme on le voit au début de ce vers 45, les autres, tas de gueux, drôles patibulaires, etc. Donc, il développe à partir de là une sous-partie qui est plus importante que la première et qui est réservée aux termes considérés comme les mendiants de la langue, c'est bien le sens du mot gueux, donc tas de gueux que l'on a au vers 45, c'est-à-dire ceux qui sont tout en bas de l'échelle linguistique. Alors, avant même d'entrer dans l'analyse, on voit que ce passage est plus développé que le précédent. Si on regarde, les mots nobles n'ont été développés qu'à partir du vers 42 jusqu'au vers 44, c'est-à-dire 3 vers. Alors, donc pour les uns nobles. Alors qu'au contraire, pour les autres, eh bien, Hugo commence à en parler à partir du vers 45 et il va aller jusqu'au vers 54, sachant qu'à la fin du passage, il va davantage parler d'auteur. Donc, jusqu'au vers 54, on a 10 vers, qui sont presque 10 vers, qui sont consacrés uniquement aux mots les moins nobles de la langue française. Ce qui nous montre bien la préférence évidente de l'auteur pour ce type de lexique. Hugo va donc utiliser, à partir du moment où il parle des autres mots de la langue française, c'est-à-dire les mots qui sont les plus vulgaires d'une certaine manière, les plus argotiques, il utilise une ponctuation qui est quasiment uniquement de la juxtaposition de différents types de groupes de mots. Nous avons aussi bien des groupes qui sont des groupes pronominaux, avec par exemple les autres ou quelques-uns. Nous avons aussi des groupes nominaux, par exemple tas de gueux, drôle patibulaire, ou bien encore populace du style, vilain, rustre, croquant. Nous avons donc aussi des groupes qui sont des groupes prépositionnels, par exemple sans bas, sans perruque. Et enfin, des groupes qui sont construits à partir d'un participe passé employé comme adjectif, comme par exemple dévoué à tous les genres bas, ou déchiré en haillons, ou encore créé pour la prose et la farce. Donc, différents types de groupes de mots qui vont se succéder avec la juxtaposition. Ces termes permettent à Hugo de déployer véritablement tous les trésors de la langue française, du lexique français, pour désigner les mots rustres dont il parle. Et le lecteur lui-même a sans aucun doute besoin d'un dictionnaire finalement pour comprendre ce que ces différents termes signifient. Ça n'est pas du tout un lexique usuel qu'il emploie, mais au contraire des termes qui sont peu courants, recherchés finalement, et c'est assez intéressant puisque justement pour désigner un vocabulaire qui est un vocabulaire familier, il utilise des noms communs qui sont des noms communs qui n'appartiennent pas du tout, pour le coup, à un registre de langue familier. Alors, nous allons donc les étudier les uns derrière les autres, en commençant au vers 45 par le tas de gueux dont il nous parle, donc des mendiants, des gueux. Ensuite, pour les drôles patibulaires, le mot drôle ici n'est absolument pas un adjectif qualificatif, donc ça n'est pas le terme courant qui signifie amusant, mais c'est bien un nom commun dont il s'agit, nom commun qui signifie des personnes mauvaises dont il faut se méfier. Et par ailleurs, patibulaire est un adjectif qualificatif qui vient déterminer ce nom commun et qui signifie donc des personnes qui présentent un aspect louche, inquiétant et qui du coup sont peu recommandables. Ces drôles patibulaires, nous dit Hugo, habitent les patois. Donc nous voyons ici qu'il y a une personnification qui est utilisée pour désigner ces termes, ce qui rend évidemment le texte beaucoup plus vivant. Cette personnification nous dit que les mots habitent les patois. Alors qu'est-ce que c'est que le patois? Le patois, c'est la langue qui est parlée dans les petites régions, dans les provinces, et c'est une langue qui est souvent dévalorisée socialement, langue qu'il faut très rapidement oublier si quelquefois on décide de monter à la capitale, et en particulier d'y faire carrière.
Donc, cette personnification, elle se poursuit dans la suite des vers, puisque nous voyons que Hugo va assigner un certain nombre de fonctions à ces différents termes. Quelques-uns, nous dit-il, sont aux galères dans l'argot. Alors, les galères, ce sont bien les travaux forcés qui sont imposés aux criminels. Et du coup, l'argot, c'est la langue qui est utilisée alors à l'origine par les bohémiens qui cherchaient à ne pas se faire comprendre des autres individus. Et puis par la suite, cette langue va être utilisée par les voleurs, les criminels, les brigands de manière générale. Donc encore une fois, des personnes qui ne sont pas recommandables et qui cherchent effectivement à ne pas se faire comprendre du commun des mortels. Par ailleurs, nous voyons que Hugo nous dit que ces mots sont dévoués à tous les genres bas. Donc les genres bas, ce sont évidemment les genres littéraires auxquels il fait référence, mais on peut penser aussi aux fonctions les plus basses de la société, puisque les mots sont déchirés en haillons dans les halles. Donc les haillons, ce sont des vêtements qui sont en mauvais état, qui sont loqueteux, et les halles, eh bien, ce sont les lieux qui étaient destinés à recevoir les marchés, donc là où il y avait des transactions commerciales, et là aussi, les gens parlaient dans l'argot de leur métier, parce que cela leur permettait de ne pas se faire comprendre des autres. Par ailleurs, donc, dans le groupe prépositionnel sans bas, sans perruque, que nous avons au vers 58-59, et où nous pouvons remarquer donc un rejet, puisque sans bas, sans perruque, c'est un groupe, enfin, ce sont deux groupes prépositionnels qui se poursuivent, mais le deuxième se trouve sur le vers suivant. Nos mots rustres ne possèdent pas les attributs qui sont les attributs de la noblesse, à savoir les bas et les perruques poudrées, en l'occurrence, qui étaient portées par les aristocrates. Hugo nous dit ensuite qu'ils sont créés pour la prose et la farce. Donc la prose, ça correspond à tous les textes qui sont écrits dans une forme qui n'est pas versifiée. Et la farce, c'est un genre théâtral qui était joué dans les foires essentiellement, donc de nouveau un genre très populaire, marqué en particulier par la présence d'une langue familière et d'un humour qui est souvent un humour grossier, vulgaire, facilement à caractère sexuel. Ensuite, au vers 50, Hugo nous dit il utilise donc cette expression « populace du style au fond de l'ombre éparse ». La populace, ça correspond à un type de personnes un type de population qui est considéré comme la lie de la société, c'est-à-dire les individus qui sont tout en bas de l'échelle sociale et qui sont le plus susceptibles de commettre les pires actions possibles. Donc, ce terme est évidemment très péjoratif, c'est bien pire que de parler du peuple, de parler de la populace. On est dans les dernières catégories sociales qui puissent exister. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que pour parler de cette catégorie sociale extrêmement basse, il utilise la totalité de l'alexandrin. On n'a pas du tout ni enjambement, ni rejet, ni contre-rejet. Populace du style au fond de l'ombre éparse. Et au contraire, on a une image qui est finalement très poétique, avec au fond de l'ombre éparse, où on entend l'assonance entre fond et ombre, avec la répétition du son on. Donc une image très poétique qui est créée pour parler justement de à la fois ces mots qui sont les plus familiers de la langue et puis ce type de population qui est la plus rejetée de la langue. C'est intéressant parce que ça crée quelque chose qui est de l'ordre du choc en fait entre ce dont il parle qui est très dégradé, très vil, et puis la manière dont il en parle qui au contraire est très élevée, très poétique. Et là aussi on retrouve, comme dans le théâtre de Victor Hugo, le goût qu'il a de manière manifeste pour mélanger les registres, puisqu'il s'agit d'un mélange de registres à la fois sublimes et grotesques. Et on est là dans quelque chose qui est justement qui permet de créer une contradiction. Alors ensuite, au vers 51, de nouveau nous avons une énumération de noms communs, vilains, rustres, croquants.
ce sont pour ces trois donc une énumération ternaire, puisque nous avons trois termes. Et donc là aussi, on voit que Hugo utilise vraiment toute cette richesse de la langue française pour désigner une même réalité, et il utilise trois termes différents. Ces trois noms sont des synonymes du terme paysan, et ils sont suivis d'une proposition subordonnée relative adjective. Que Vaugelas, leur chef, dans le bagne lexique, avait marqué d'une F. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, la personnification qui est utilisée par Victor Hugo lui permet de mêler à ses propos ici une note d'humour avec la présentation de Vaugelas. Vaugelas, c'est un illustre grammairien du XVIIe siècle qui a cherché à définir le bon usage de la langue française à l'époque classique. Et il est présenté ici comme un directeur de prison, et ce directeur de prison a cherché à transformer le lexique en un bagne. On voit ici que le mot lexique, que l'on trouve donc au vers 52, a une majuscule à la manière d'un nom propre de lieu. Et par ailleurs, Vaugelas marque donc de la lettre F, d'une F, les mots. Alors, cette lettre F, elle fait référence d'une part à la lettre F qui marquait au fer rouge les forçats, c'est-à-dire ceux qui étaient condamnés aux travaux forcés. Et par ailleurs, il s'agit aussi de la lettre que l'on retrouve au début du mot familier, donc quand la langue est de registre familier. On voit ici que les deux derniers vers de cette première partie, enfin de cette première longue phrase que l'on a au vers 53-54, n'exprimant que la vie abjecte et familière, vil, dégradé, flétri, bourgeois, bon pour Molière. Donc les deux derniers vers commencent par un participe présent, n'exprimant que, et une négation restrictive. Et ce participe présent est suivi d'un complément d'objet direct, la vie abjecte et familière, où les deux adjectifs sont très péjoratifs, abjecte et familière, comme s'ils étaient associés. C'est-à-dire que si la langue est familière, alors elle est abjecte. Et de même, la dernière énumération de cette phrase, vil, dégradé, flétri, bourgeois, bon pour Molière, fait apparaître des adjectifs qui insistent là aussi sur l'idée de l'abjection et de la petitesse bourgeoise. Donc Victor Hugo reprend pour s'en moquer, avec ironie, les préjugés qui sont répandus sur ce vocabulaire trivial et sur les classes sociales basses, à savoir la bourgeoisie. Les quatre dernières syllabes du vers 54, bon pour Molière, renvoient cette fois-ci à un autre genre qui est considéré comme un genre moyen, en l'occurrence, qui est le genre de la comédie. Mais la comédie, on le sait, s'oppose au genre de la tragédie au XVIIe siècle en particulier. À partir de ce vers, Hugo mentionne donc un auteur bien connu de la littérature française qui est Molière, et il va du coup développer un autre aspect. Il ne se contente plus à partir de là de parler uniquement des mots de la langue ou des genres littéraires, mais il nomme des auteurs très connus des XVIIe et XVIIIe siècles. Il oppose en particulier Molière et Racine. Molière, nous dit-il, utilisait les mots de la langue familière, donc de la langue parlée, alors que Racine, je cite, regardait ses marauds de travers. Nous avons cela au vers 55. Il mentionne aussi Corneille, au vers 56, dans une proposition subordonnée de condition, si Corneille en trouvait un blotti dans son verre. Et il nous dit qu'à ce moment-là, il le gardait trop grand pour dire qu'il s'en aille. Victor Hugo ici fait référence à la fameuse bataille du Cid de 1637 et au reproche qu'on lui a fait de mal écrire et de ne pas utiliser un langage suffisamment soutenu pour une tragédie. Enfin, nous avons Voltaire qui est nommé au vers 58. Et Voltaire criait Corneille sans canaille. Voltaire semble s'offusquer du style de Corneille, puisqu'il s'écrit Corneille sans canaille. Alors, on retrouve ici le plaisir de poète de Victor Hugo dans cet hémistiche, Corneille sans canaille, puisque nous avons à la fois des allitérations et des assonances, c'est-à-dire des répétitions de sons identiques, comme par exemple en « et », en « que »,
en re, en eil et en aille, Corneille sans canaille. Et nous avons aussi une paronomase, c'est-à-dire une proximité de mots qui se ressemblent d'un point de vue sonore, avec Corneille et sans canaille, ce qui me permet à Victor Hugo de créer une espèce de petite scène, un échange entre Corneille et Voltaire, qui est une petite scène pleine d'humour décalé et qui est volontairement évidemment anachronique, puisque Corneille se voit jugé par Voltaire, Corneille étant un auteur du début, la moitié du XVIIe siècle, et Voltaire du XVIIIe siècle. Or, Corneille préfère ne pas se faire remarquer, puisque, c'est la fin de notre passage, le bonhomme Corneille, humble, se tenait quoi? C'est-à-dire ne disait rien. Alors, à travers ces auteurs tout à fait illustres, on voit que Victor Hugo se crée une ascendance littéraire, une parenté littéraire, puisqu'il se présente comme le digne héritier de Molière et de Corneille, dans le combat qu'il entend mener contre les effets de caste qui dominent la littérature et la langue française, ainsi que dans le domaine politique et civil. Donc il propose au lecteur une lecture conjointe de son engagement politique et de son engagement littéraire, ce qui nous permet d'apporter une première réponse à notre problématique. Alors en effet, si on se réfère aux écrits de Hugo, dès 1829, il a écrit un de ses premiers romans qui est Le Dernier jour d'un condamné, et dans ce premier roman, il prenait déjà position contre la peine de mort, donc là c'est son engagement politique, et par ailleurs il n'hésitait pas à utiliser un langage à la fois populaire et argotique pour rendre compte justement de la réalité socio-linguistique de ces personnages. Depuis toujours, à travers son œuvre, Hugo a marqué une très nette prédilection pour le vocabulaire populaire, qui est plus haut en couleur et plus riche pour lui que la langue soutenue. Et on peut remarquer tout au fil du texte qu'à aucun moment, Hugo n'utilise de terme qui appartient à un registre de langue familière ou argotique. Ce en quoi, en fait, il respecte complètement la règle qui impose la présence d'un langage soutenu dans l'écriture poétique. Mais, par le jeu structural constant qu'il met en place entre le vers et la syntaxe, on a vu comment il distord l'alexandrin, il écrit finalement une poésie qui est très proche de la langue parlée, tout en ne sortant jamais du strict cadre de l'alexandrin et du registre de la langue soutenue. On l'a vu, les groupes syntaxiques dépassent souvent la mesure du maître. Donc, à travers toute cette première partie, nous avons vu comment Victor Hugo développait un système analogique entre la langue et la société, et par ailleurs, comment il se jouait finalement des contraintes de l'écriture poétique pour montrer qu'il les bouleversait, qu'il les révolutionnait d'une certaine manière. Donc il amorce là à la fois la similitude qui existe entre son combat littéraire, ou ses combats littéraires et ses combats politiques, et puis en même temps sa part de bouleversement, de révolution qu'il va amener à l'intérieur de la langue française, de l'écriture et puis aussi dans le domaine politique. Voilà, on s'arrête là pour cette première vidéo qui est évidemment très longue puisque elle contient la majeure partie du texte. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre écoute. La suite dans la prochaine et dernière vidéo.